Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée en ce jeudi 2 juillet 2026. Merci d'exister, merci d'être là, merci de donner de la force à CKR qui veut devenir l'un des podcasts les plus importants sur la scène médiatique, un des podcasts les plus importants qui va influencer les choses et nous permettre d'obtenir un jour la loi CKR, de pouvoir faire pencher la balance à l'Arcom. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci de votre soutien, que ce soit sur YouTube, avec vos abonnements, avec les likes, avec les commentaires que vous laissez, les petits boosts que vous mettez. N'hésitez pas, si vous en avez, à booster les vidéos, de nous permettre de continuer cette émission, d'avoir l'indépendance financière de pouvoir le faire. N'hésitez pas, que ce soit sur Tipeee, que ce soit sur Twitch ou ailleurs. Et si vous n'avez pas d'oseille, c'est normal, hein, les temps sont durs. Vous pouvez laisser tourner des vidéos en boucle ou alors les playlists, vous coupez le son. Et comme ça, au moins, ça génère et à côté, vous faites votre vie. Merci mille fois en tout cas pour la force. Sans vous, CKR n'existe pas. Et j'ai envie, à moins d'un an des présidentielles, que ce podcast puisse permettre aux gens de se rendre compte de plein de choses, notamment à travers le prisme des médias. Cet été va être un tremplin, espérons. Bah oui, parce que cet été, il va y avoir des vidéos pendant tout l'été. Et les 2 semaines où je ne serai pas là, il y aura quand même des vidéos qui seront postées. Donc autant vous dire qu'on va charbonner pendant que nos amis, nos collègues, nos confrères, nos consoeurs, que ce soit de la riposte ou des grands remplaçants ou de la dernière, etc., sont off. Nous, on va charbonner. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, si tu veux soutenir ou quoi, n'hésitez pas parce qu'on va pas lâcher l'affaire. Et j'ai vraiment envie de passer un cap à la rentrée où je vais pouvoir me dire que j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de très huge, CKR. Que ce soit un incontournable, tu vois, dans les émissions d'analyse média, les émissions engagées, que ce soit une soupape pour les gens où on se marre, mais où ça fait du bien de pouvoir un peu s'énerver aussi, voilà. En tout cas, voilà, et je compte sur vous parce que sans soutien financier notamment, ça va être compliqué, parce que moi là, je vais vraiment me mettre en presque temps plein, tant que j'ai pas encore de nouveaux projets qui commencent. Je veux et puis après je m'adapterai, mais quoi qu'il arrive, on lâche rien, on est ensemble, on va faire des tournées. Bah ouais, mais ça, quand on aura les capacités financières de le faire, je vous l'ai dit, hein, on le fera, hein. Ça c'est clair et net. On ouvre le scan de Razi sur le naufrage journalistique absolu de Guillaume Erner sur France Culture. Et France Culture, c'est pas CNews quand même. Le mec a complètement pété un plomb en diffusant à l'antenne un montage frauduleux pour mesurer la gravité du truc. En gros, il a repris un fake grossier fabriqué par le média Léon, un pseudo-média d'extrême droite anti-LFI tenu par un journaliste d'I24 et soutenu en sous-main par le CRIF. Et parce qu'en plus le mec à la tête est chargé de mission au CRIF, hein, c'est pas pour ça que c'est pas des paroles en l'air qu'on donne là où on fait comme Fourest et compagnie à créer des liens. Il semblerait qu'il serait proche de machin. Non, c'est acté. Dans la vraie vidéo, Mélenchon a réagi simplement chez Natacha Polony à l'élection de Trump, mais Erner a diffusé le montage truqué pour lui faire dire tout autre chose. C'est très dangereux. Et regardez la supercherie originale, c'est une dinguerie, franchement. Percussion de ce conflit israélien. Et le tout en ayant invité Marine Le Pen qui est en face de lui. Hein. J'aimerais passer aux répercussions de ce conflit israélo-palestinien en France, avec la question de l'antisémitisme. J'ai trouvé sur les réseaux sociaux une sorte de petit montage qui passe comparant Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur le sujet de l'antisémitisme. On en écoute un extrait. Pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire les tout-puissants financiers et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, ça ne me paraît pas d'un peu discutable. On change rien à la tradition, on bouge pas à la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de maintenir son identité et ses traditions et sa particularité depuis 4 millénaires. Quand avez-vous décidé, Marine Le Pen, de rompre avec l'antisémitisme de votre père ? Pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire les tout-puissants financiers. Et là, tu dis, waouh, il a dit des dingueries quand même en Mélenchon, là. Qu'est-ce qui nous sort, là ? Et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Je n'accepte pas non plus qu'il y ait des citoyens qui auraient des droits supérieurs à moi. Un jour, autre chose qui s'est passé
en Amérique du Nord. L'élection de Donald Trump, tout le monde se bouche le nez. Les élites, comme d'habitude, n'avaient rien vu venir, n'avaient pas compris. Le plus important, c'est quoi? C'est que Donald Trump ait été élu, ou c'est la question de savoir pourquoi un système permet... Le plus important pour moi, c'est la vérification de la thèse qui anime l'ère du peuple, mon bouquin. Nous sommes dans ce que Chantal Mouffe, qui est une théoricienne du populisme, appelle le moment populiste. Et ce moment est en train de traverser la Terre entière. Et à peu près partout pour les mêmes causes. C'est-à-dire que vous aviez des sociétés plutôt structurées, dans un espèce de développement plus ou moins rapide, qui formaient des classes moyennes, lesquelles n'étaient ni très pauvres, ni aussi riches que les riches. Et qui ont un pacte social et politique qui fonctionnait à peu près. De l'espoir pour demain. Voilà. Et tout ça a été foudroyé par le libre-échangisme, la concurrence libre et non faussée. Qui est totalement faussée. Absolument. Et bien sûr, elle n'est que faussée. Elle est faussée par le dumping social mondial. Hein. Toutes les structures anciennes sont arasées par ça, et il en résulte une énorme disjonction entre les élites qui, elles, continuent. Ce qu'on appelle les élites, moi j'appelle pas ça les élites, pour moi c'est la caste. Hein. C'est-à-dire les tout-puissants financiers et leurs guignols et marionnettes médiatiques, politiques, tous ces gens-là. Et ces gens vivent dans un autre monde qui ne leur permet pas de mesurer ce qui se passe. Et notamment l'extrême pauvreté. Mais ça, là, ils s'en foutent. Il y a toujours eu des pauvres. Et après tout, ils n'ont qu'à souffrir. Oui, mais là, il y en a plus, parce que ce sont les classes moyennes qui sont en train de descendre vers l'extrême pauvreté. Ah ouais, putain, mais c'est dinguerie. C'est une dinguerie. Et notamment le judaïsme. Tu sais, genre vraiment... Non, mais c'est une dinguerie. Et est-ce que Léon, le média, s'est excusé de ça? Attends. Oui, Jean-Luc Mélenchon reprend la rhétorique antisémite classique. Non, il n'y a rien de fallacieux à le montrer. Pour lutter contre l'extrême droite, commençons par ne pas lui ressembler. Ah, donc ça s'excuse même pas. Ah ouais, d'accord. Incroyable, hein. Incroyable. Ok, donc super. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça, pareil, il devrait y avoir des sanctions sur ce média. Et d'ailleurs, le lien entre Léon, le média et le CRIF, là, pour que je vous balance pas le truc comme ça et que ça donne l'impression que je suis pas basé comme au baseball, je vais le retrouver normalement, je vais le trouver en 2-2. Alors, si je dis pas de bêtises, la bibliothèque publicitaire Meta montre que des centaines de publicités ont été achetées par Léon sur Instagram. L'outil de transparence pointe vers l'adresse du CRIF et le 06 de sa CM de l'époque. Aïe. Voilà. Si Léon est plutôt discret sur sa structure, une publication de juin 2024 indique qu'il a pour rédacteur en chef un artiste numérique Avishai Leger-Tanger, par ailleurs chargé de mission au CRIF, très critique de LFI. Parmi les journalistes mis en avant sur ces vidéos, on retrouve une reporter de la chaîne I24, Julia Ganancia, ou encore Samuel Madar, chroniqueur connu sur les réseaux sociaux pour son édito et à la tête de l'ONG pro-israélienne EU Watch, à l'origine d'un rapport ciblant l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Donc l'ARCOM, qui désigne tiers de confiance le CRIF, bah là il y a un truc à faire normalement. Là normalement tu dois sévir. Normalement. Tu peux pas laisser ce truc là comme ça. Mais on va voir comment ça va se passer. Et pourquoi Erner est à ce point, on va revenir sur Erner, obsédé pour caler des dingueries pareilles à l'antenne du service public. Écoutez-le en roue libre totale, balancer des fausses affirmations sans sourciller, c'est assez incroyable. Vraiment, il me fascine. Regardez-le. Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs dans les instances dirigeantes de LFI. Mais j'ai envie de vous demander... Allez-y. Mais quand savez-vous? Eh ben, quand savez-vous? Je ne demande alors vraiment, si vous voulez, mais je vais vous dire ça. Je me suis rendu compte de ça une fois. Non, mais quand savez-vous? Vous écrivez, il n'y a plus de juifs dans les instances dirigeantes. C'est-à-dire, j'ai regardé. Vous avez regardé les gens quoi? Que je voyais à la télévision. Et c'était marqué juif. Et c'était marqué juif sur leur front?
Non, mais non. Alors attendez. Non, allez-y. Je vais vous répondre. Non. Vous avez regardé les gens que vous voyez à la télévision et vous avez vu quoi? Et vous avez vu quoi? Donc, nous sommes dans un moment où... Aïe, il pressing offensif t'as Joao Neves Prime. Alors là, waouh. On compte... Chope-le, je te jure. Les racisés, notamment chez LFI, où on essaye donc d'être équilibré, etc., la diversité... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On compte les racisés chez LFI. Ça veut dire quoi, cette phrase? Ça veut dire très simplement qu'on essaye d'avoir une vision, donc, comment le dit Jean-Luc Mélenchon, une créolisation de la France. On essaye d'avoir, on le constate, mais bref, peu importe. Enfin bon, ne me chipotez pas, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais je vous lâcherai pas sur le quand savez-vous. Je bouge pas, vous n'avez pas besoin de me tenir. Je ne connais pas aujourd'hui quelqu'un qui puisse aujourd'hui être au sein de LFI. Vous pouvez faire les gros yeux, ça ne fait pas peur. Mais je vous écoute. Donc, je ne connais pas quelqu'un qui, à LFI, comme jadis Ben Saïd, comme jadis ces gens que vous connaissiez très bien, parce que, si vous voulez, j'ai pas besoin de compter les juifs. Je sais que Schneiderman est juif, Kerner est juif. Mais comment l'angle de votre humeur du jour, ce jour-là, était consacré au chapeau de Melania Trump? Parce qu'il me parlait plus. Je veux dire... Parce que sinon vous pensez que je suis nazi en fait et que je veux couvrir les nazis. Non mais c'est ça si vous voulez. C'est-à-dire que le seul moment dans l'année où votre judéo-obsession vous délivre, vous lâche les baskets, c'est le jour où le quasi vice-président américain fait un salut nazi. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors d'abord, je pense que c'est pas du tout bizarre, c'est parce que je n'ai pas d'angle. Je fais très peu de sujets. Mais vous l'avez vu, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Oui, ça, en dehors des aveugles, je vois pas qui ne l'a pas vu. Mais et vous n'avez rien à dire dessus? Franchement, non. Oh là là, mais quel sombre coup va pitcher. Non mais vraiment. Oh là 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 là, bah voilà. Et c'est vrai que on les a pas beaucoup entendus, les gens qui sont tout le temps en train de faire des parallèles entre le nazi et LFI, à vouloir stigmatiser sans cesse LFI et Mélenchon. Quand il a fallu dénoncer quelque chose vis-à-vis du salut romain, comme disaient certains, d'Elon Musk. C'est mon cœur va vers vous. Non, c'était le salut de je sais plus quoi là, Claude Askolovitch qui commence à inventer une excuse. Oui, il faisait référence au salut de je ne sais plus quoi qu'on enseignait à l'époque dans les écoles et qui se faisait un peu similaire. Non mais pourquoi? Je sais pas pourquoi Claude Askolovitch, qui est juif, et qui est basé, qui est intelligent. Il s'est lancé dans une explication du salut d'Elon Musk. C'est le symbole de je sais plus quel président à l'époque, la jeunesse faisait ça, machin. Donc c'est un hommage à ça qu'il a connu quand il était petit. Alors de deux, ce salut, il n'existe plus depuis longtemps parce que justement, en fait, il donnait l'impression que ça partait en salut nazi, mais en fait, tu levais la main et après, tu tendais la paume comme ça, machin. C'était le salut en entier. Donc, clairement, il n'a pas rendu hommage à ça. Tu vois, Claude Askolovitch, il n'est pas allé au bout pour une... Là, j'ai pas compris. Il n'a pas voulu aller au bout du truc parce que le salut, c'était pas un salut comme ça. C'était le salut d'Iceman. C'est un truc qui se faisait comme as. Et en plus de ça, Elon Musk, il est sud-africain, chacal. Donc, c'est quoi le rapport, en fait, avec... sa jeunesse, la jeunesse américaine, machin. Il a fait un sans faute. Il a fait sans faute d'affilée sur son truc pour juste défendre Elon Musk. C'est ton daron, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Le salut Bellamy, voilà, cherchez, voilà, le salut de Bellamy. Exactement, merci beaucoup. Ah non, mais et Erner, vraiment là, d'une médiocrité absolue. Absolue, vraiment, mais alors là, c'est n'importe quoi. C'est tellement crapuleux que la Société des journalistes de Radio France et de France Culture se sont carrément désolidarisés de lui en disant propos antisémites faussement attribués à Jean-Luc Mélenchon, la SDJ de France Culture et de Radio France se désolidarise de Guillaume Erner.
La SDJ et Radio France déplorent que Guillaume Erner n'ait pas vérifié l'origine et la véracité de ce montage, dont la diffusion entache la crédibilité de l'antenne de France Culture. Nous nous désolidarisons de ces méthodes. Nous rappelons aussi que Guillaume Erner, producteur, ne fait pas partie de la rédaction de France Culture et que cette dernière ne peut en conséquence être tenue responsable de ses actes. Nous attendons de la direction de France Culture et de Radio France qu'elle prenne les mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent... Oui, on va prendre les mesures qui s'imposent. Guillaume, la carte cantine, c'est fini, hein. Enfin, si, mais genre, tu paieras... t'auras plus moins 50, hein. Voilà. Non, mais c'est dingue. Comment ça, un africaner qui grandit sous l'apartheid en tant que grand bénéficiaire du système serait finalement un immense raciste au point de faire des saluts nazis? Mais quelle surprise, les bras tombent. J'aimerais bien rencontrer Claude Askolovitch. Je te jure, juste pour lui dire, frérot, qu'est-ce que t'as voulu faire là? Qu'est-ce que t'as voulu faire? Tu parles du salut de Bellamy, tu ne maîtrises même pas le sujet. Tu omets le fait que le mec a grandi en Afrique du Sud. Tu omets le fait que le salut Bellamy, c'était pas juste un salut romain style, mais qu'après la paume, elle se tourne. Enfin bref, il a fait un sans faute. Jean-Luc Mélenchon qui dit ce matin... Monsieur Guillaume Erner déclare avoir fait 2 erreurs en diffusant un message truqué pour m'assimiler à l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Il s'en excuse comme si je n'existais pas comme personne humaine. Il n'a pas un mot pour regretter son attitude. En réalité, il n'a pas commis 2 erreurs, mais une tentative délibérée de m'attribuer le délit d'antisémitisme, comme il l'a déjà fait dans le passé récent. La direction de France Culture sait parfaitement ce qu'il fait, en ne sanctionnant pas un tel comportement et en ne prenant aucune disposition pour protéger ses auditeurs et en ne présentant aucune excuse. Elle admet ainsi que, comme un procédé excusable, une manipulation de l'information pour l'orienter dans un sens faux et insultant. Elle place donc tout son personnel sous le soupçon de partager ses méthodes. Elle est donc autant en cause que Guillaume Erner. Et c'est ça le problème. C'est que là, c'est une faute grave. Parce qu'elle a été faite sciemment. Genre, tu vas pas vérifier tes sources, etc. C'est... comment te dire? C'est pas de la maladresse à ton niveau. C'est sur France Culture. C'est juste que t'avais un biais de confirmation et que ça allait dans ton narratif, dans le truc que tu voulais défendre. Bah ça va pas. Et si t'as pas de sanction quand tu connais des méfaits, bah Chacal, en fait, ta vie elle est trop bien. Moi j'aimerais bien avoir le même régime que vous, à savoir je fais mon métier, je le fais mal, et si je le fais mal, il se passera rien. Pas de sanction. Bah trop bien. La direction dort toujours. Pourtant se faire humilier et recadrer en direct, c'est devenu sa routine. Regardez quand il s'improvise expert et prend une énorme leçon d'économie par Mathieu Pigasse. Éthique et Tac qui partage cet extrait. C'est du petit lait, on apprécie. On va pas tout regarder parce que c'est long, mais attends, on va regarder. Quelques chiffres quand même, pour qu'on les ait tous en tête. Au cours des 25 dernières années, les 1% les plus riches dans le monde ont capté à peu près la moitié de la... C'est pire que ça, nous dit Champi Pig. Des gens de la rédaction l'avaient prévenu en amont, lui ont dit de ne pas passer le montage. Non mais il est incroyable ce Guillaume Erner. Donc il voulait se faire Mélenchon de façon fallacieuse. Et s'il y a autant d'exemples qui prouvent que Mélenchon est antisémite, diffusez-les. Et portez plainte. Cela dit au passage. Quelques chiffres quand même, pour qu'on les ait tous en tête. Au cours des 25 dernières années, les 1% les plus riches dans le monde ont capté à peu près la moitié de la richesse créée dans le monde. À l'inverse, les 50% les plus pauvres ont pris seulement 1%, ont capté seulement 1%, ont bénéficié à hauteur de 1% seulement de la richesse dans le monde. Ce qui est vrai dans le monde est vrai en France. En France, les 10% les plus riches contrôlent plus de 50% du patrimoine national. La richesse, le patrimoine, il est très largement hérité. 60% du patrimoine détenu par les Français aujourd'hui provient de l'héritage. On a donc une société figée. Le résultat de ça, au même moment, plus exactement, vous avez 10 millions de Français, 15% de la population, qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec 1 200 € par mois, et qui ont de plus en plus de difficultés. C'est même pas à finir le mois, c'est à franchir la moitié du mois. Je dis une chose, ce système, en effet, il est à bout de souffle. Mais concrètement, on fait quoi ? Je vais expliquer comment on fait. Regardons les dépenses et les recettes rapidement. Les dépenses, bien, vous donnez une priorité absolue aux dépenses dites prioritaires. Je l'ai dit, santé,
logement, sécurité par exemple, et vous mettez une croissance zéro sur les autres dépenses. En matière de recettes, moi j'en ai marre d'entendre dire il faut mettre en œuvre des mesures d'austérité. Je vous donne 3 pistes, puisque vous voulez des pistes. La première, les niches fiscales. On est un pays dans lequel il y a 85 milliards d'euros chaque année de niches fiscales, c'est-à-dire de niches revenir sur le pacte du trade qui coûte 5 milliards, entre 5 et 6 milliards chaque année. Mais qui n'est pas là pour rien non plus. Il est là pour la transmission des entreprises. Il y a beaucoup d'abus. On voit d'ailleurs que son montant a considérablement augmenté au cours des dernières années. Mais ce que je veux dire simplement, c'est typique de ce... il y a... C'est un peu long, j'essaie de voir le moment où Guillaume essaie d'intervenir, mais en fait il se prend une masterclass. Il n'a pas les connaissances. Bah, tu peux pas être toutologue en même temps. Je vais parler d'économie, puis après je vais parler de politique, et puis après je vais parler de géographie. Frère, voilà, c'est la limite du système de ce modèle. Le mec, il cumule les casquettes et va aussi sur i24 News pour dérouler ses fixations idéologiques. Et vous allez voir sa vision ultra biaisée où il mélange tout pour délégitimer les critiques contre la politique israélienne. Ça aussi, c'est problématique. D'avoir des gens présentés comme des journalistes qui sont au final des défenseurs d'une idéologie. Alors que normalement, ils sont censés nous rapporter des faits de façon objective. Donc on va voir un petit peu. Il est donc là dans les studios du 24. Vous faites infiniment allusion au fait que le texte de projet de loi de Caroline Yadan a été rejeté. Après, il n'a pas été rejeté, il a été retiré. Il est retiré, mais rejeté par 700 000 pétitionnaires qui ont dit qu'il fallait absolument pas que ce texte soit ni soit posé ni passe. Et ça raconte quoi alors justement si vous voulez, c'est probablement un très mauvais texte, mais de mémoire, arrêtez-moi si je me trompe, je ne me souviens pas d'une pétition qui a été menée par 700 000 personnes contre un texte antiraciste, fût-il mauvais. Parce que c'est ça en fait qui est intéressant, si vous voulez. Admettons que ce texte soit extrêmement mauvais, critiquable, etc. Amendable, comme se souvient-on en fait d'un texte antiraciste, puisque lutter contre l'antisémitisme, c'est effectivement mais on voit bien une manière de lutter contre le racisme. À découpler. Oh la mauvaise foi. Donc parce qu'il n'y a pas eu de précédent selon lui d'un texte qui a suscité une levée de bouclier de la part des gens, ça prouve bien qu'il y a un problème avec les juifs, c'est ça ? Super. La lutte contre le racisme et la lutte contre... Sachant que le texte, la raison pour laquelle les gens se sont mobilisés, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on assimile antisémitisme et antisionisme. That's it. Il n'y a pas de nanani nanana dans ma tête, je dis non, c'est juste ça. Antisémitisme. Alors, on peut là aussi distinguer pour plein de raisons le racisme et l'antisémitisme. Mais il y a une chose qui m'étonne, si vous voulez, c'est que moi... Si on propose un texte contre le racisme anti-musulman, contre le racisme anti-noir, il se pourrait très bien que je trouve que le texte est mal ficelé, qu'il faille l'améliorer. Mais jamais je ne signerai une pétition pour dire que le texte doit être retiré. Qu'est-ce que ça raconte sur ce pouvoir mais quelle manipulation. Il est d'une mauvaise foi. Elle est crasse, quoi. En fin de mandat, en fin de présidence. Écoutez, moi, je pense qu'on est bien au-delà, si vous voulez, des circonstances actuelles, de tel gouvernement ou de telle nuance. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est que il y a aujourd'hui une telle confusion mentale que les termes de juifs, de sionistes et de génocidaires sont devenus strictement synonymes dans l'esprit de certains, et que ça, si vous voulez, c'est une catastrophe, parce que je ne sais pas si... là, c'est son point faible. Je lisais le message de Tao du futur qui dit « Ce qui est frustrant, c'est que Guillaume Erner est très chaud sur plein de sujets. J'écoute très souvent la matinale de France Culture, mais il a un vrai angle mort de zinzin, des œillères carrément. » Là, sur ce sujet-là, c'est le talon d'Achille x 1000. Hein. Et là, on vient de lui... de lui taper pile poil dans le tendon. Hein. Vous et moi, nous verrons la fin de cette assimilation, et j'ai peur, effectivement, pour nos enfants. Il y a plus de discernement, tu vois, comme beaucoup de journalistes, dès lors qu'on est sur un sujet qui touche à l'émotion, ils n'ont plus de discernement et ils racontent de la merde. Et quand il s'agit de minimiser les crimes sur Gaza, tu vois, on continue de taper sur son talon. Il dit que juifs, sionistes et génocidaires, c'est la même chose, c'est pas antisémite, un peu. Je te jure, ouais, parce que c'est ça qu'on dénonce, hein, nous. C'est justement de pas mélanger tout ça. Le mec, donc, il minimise les crimes de guerre à Gaza. Et là, il nous sort la carte magique du whataboutisme le plus éculé de l'histoire.
C'est parti, on y va. C'était dans quelle époque ? Là, il l'avait dans son jeu, il s'est dit c'est maintenant. Et puis l'idée que le mal dans le monde est incarné par ce pays, Israël. Et ça aussi, c'est quelque chose de scandaleux. Ça n'est pas une manière de prendre position pour les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où les musulmans sont parfaitement persécutés. Il y a la Birmanie dont on ne parle jamais. Il y a la Chine, qui est probablement le pays qui persécute le plus de musulmans avec les Ouïghours. Et ça passe complètement sous les radars. Et puis l'idée que... La même méthode qu'Arthur. Et vous savez que les homosexuels sont interdits au Sénégal, et là, personne n'en parle. En fait, Chacal, personne n'en débat parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est scandaleux. That's it. C'est tout, en fait. Espèce d'abruti fini que tu es. Il m'oblige à chaque fois à ressortir ce truc-là que vous ressortez, que vous devez entendre tout le temps. Les cracks, ils m'écoutent quotidiennement. Mais on n'a pas de porte-parole de l'armée des forces rapides soudanaises qui vient régulièrement à la télévision française. On n'a pas de porte-parole de la milice M23 congolaise qui vient régulièrement en duplex sur les chaînes de télévision françaises pour nous dire à quel point en fait c'est pas de leur faute. On n'a pas d'éditorialistes, de chroniqueurs, de chroniqueuses, de journalistes, d'essayistes, de philosophes qui viennent nous dire qu'ils sont OK avec ce que font les exactions de la M23, avec le général Emeti des forces rapides soudanaises, avec la pénalisation de l'homosexualité au Sénégal. On n'a pas de gens qui défendent ça dans les médias, bec et ongle, matin, midi et soir. Par conséquent, il n'y a pas de réaction de la part des gens. En revanche, Joshua Zarka, Olivier Rafovitz, Antoven, Céline Pina, Caroline Forest, Barbara Lefebvre, la liste est longue, Chacal. Truchot, Marshall, la liste est putain de longue. Donc là, on a un problème du coup. Parce qu'il y a des gens qui défendent bec et ongles et qui n'acceptent pas la critique. Voilà pourquoi on parle plus d'Israël que des autres pays. Parce que les médias ont décidé de défendre les agissements de l'État hébreu, et ce, depuis le 7 octobre. Et pleine balle pendant 6 mois, 1 an, avant qu'il commence à y avoir des sons dissonants, des Gallagher Fenwick, des Belir Nabli, etc. Mais c'est la seule raison pour laquelle on est en boucle sur le sujet. C'est parce que ça défend. C'est parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur taf, qui ont été virés, parce qu'ils n'ont pas été dans le narratif. On n'a pas d'équivalent pour les autres causes. Donc fermez-la, en fait, au bout d'un moment. Arrêtez avec cet argument claqué au sous-sol, là. Il ne prendra pas. Maintenant, on n'a pas peur et on est basé, on sait de quoi on parle. On n'a rien contre les personnes de confession juive. Arrêtez d'essentialiser les juifs en pensant que tous les juifs sont pro-sionistes et sont OK avec tout ce qui se passe. Nous, on n'est pas dupes. On connaît Tzedek, B'Tselem, on connaît toutes ces assos qui luttent pour la décolonisation. Arrêtez un peu avec ça. Vraiment, c'est insupportable. Insupportable. Ensuite, on enchaîne avec alors il y a beaucoup de pays dans le monde. Et le fait que ces pays défendent Israël, c'est purement économique. Francesca Albanese l'a démontré. Albanese. Ah ouais ? Ah, ça faudrait que je regarde. Il y a beaucoup de pays dans le monde dans le monde où les musulmans sont parfaitement persécutés. C'est vrai, ça, il a raison. Et ça passe complètement sous les radars. Ça, c'est le niveau d'argumentation qui sort tout le temps pour balayer d'un revers le drame humanitaire qu'il y a. Et il ose tout, même quand l'extrémiste américain Charles Kirk s'est fait assassiner. Erner a tenté une pirouette lunaire sur France Culture en expliquant qu'il faudrait être pour Charlie Kirk, mettant sur le même plan des dessinateurs de presse et un suprémaciste radical. Ça a provoqué un tel tollé dans sa propre rédaction qu'il a dû s'excuser platement. Tu m'étonnes. Attendez, on va mettre... Hop. Monsieur Guillaume Erner, qui est un ancien de Charlie Hebdo, a estimé qu'il y avait désormais au moins 2 Charlie, dont Je suis Charlie,
Il y a le Je suis Charlie de Charlie Hebdo et le Je suis Charlie de Charlie Kirk, qui était un influenceur américain proche de Donald Trump. Il rajoute, je le cite, « Il n'est pas possible d'être Charlie uniquement pour son Charlie à soi », parlant de Charlie Hebdo, autrement dit pour sa propre opinion. Malheureusement, il semble que ses confrères ne soient pas aussi Charlie que lui, puisque, à la suite d'un communiqué de la rédaction, Guillaume Erner a été contraint de s'excuser, ce qui est un fait assez rare pour une antenne de Radio France. Et parce qu'en fait, on devrait, sans loi CKR, oui, c'est vrai que tout le monde est étonné, mais normalement, ça devrait être la base. La base, putain. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut faire vivre la liberté d'expression quand une rédaction ne tolère pas le pluralisme, ou en tout cas ne tolère le pluralisme? C'est pas le pluralisme d'être suprémaciste blanc, espèce d'abruti. En même temps, si toi aussi tu l'es... Que uniquement quand il est de gauche. Oh là 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 là. Je vais me permettre de répondre puisque j'ai été saisie par de nombreux messages d'auditeurs. Vraiment, Charles Furon, que ça lui va, mais comme un gant. Au-delà de vous citer, monsieur le rapporteur, l'interne, moi je m'intéresse à l'externe et par rapport aux saisies des auditeurs, il y a vraiment eu un émoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une incompréhension de cette chronique d'auditeurs. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire les messages que j'ai publiés à cette occasion sur mon site, d'auditeurs qui se disent très attachés à la matinale de culture, qui se disent très respectueux du travail de Guillaume Erner et qui reconnaissent ne pas avoir compris ce parallélisme. Bon, on peut rater une chronique, on peut ne pas la comprendre, peu importe. Moi, j'ai fait donc mon travail de médiatrice en communiquant tous ces messages et en organisant un... Vous t'imagines une conversation entre elle et Christine Kelly? Le son, t'es obligé de le mettre à 125 si tu veux. Rendez-vous de la médiatrice dans lequel j'ai proposé à Guillaume Erner de venir expliquer les tenants et les aboutissants et l'intention éditoriale qui était la sienne. Donc je lui ai vraiment posé les questions relatées par les auditeurs et au cours de son intervention, il a reconnu que sa chronique n'avait pas été comprise et il a présenté ses excuses. Mais d'ailleurs, t'as totalement raison, Pomme Écarlate, je comprends même pas qu'il soit dans la légalité, ce mec, à poser des questions fallacieuses, qui comportent des faits inventés. De ouf. De ouf. En vrai, bien sûr. Déjà, de base, ça te disqualifie tout de suite. Oui, je pense qu'on n'a pas compris. Non, on a compris, en fait, que t'étais une sous-merde, là, vraiment, t'inquiète pas. Et récemment, le mec, il a donné une interview sur Image, comme on a pu le voir, et là... Erner est persuadé que Radio France est au-dessus de toute critique et incarne une position centrale et de paix sur la Palestine. Il est dans un déni stratosphérique, le frérot. Stratosphérique. Aïe, 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 aïe. Si vous voulez, il y a plusieurs choses qui me dérangent beaucoup dans ce livre. D'abord, je pense qu'il témoigne d'une méthode Schneiderman qui consiste à taper d'abord sur ceux qui peuvent faire la paix. Je m'explique. Netanyahou, par exemple? Oui, je vais vous dire oui, Netanyahou. Mais posez-vous cette question-là, Daniel? Vous savez bien que c'est qui ceux qui peuvent faire la paix? C'est-à-dire que tout ce qui incarne, en fait, une forme de position médiane et centrale. Ah bon. France Culture, puisque vous avez fait plusieurs papiers assassins contre moi, contre la chaîne. Tout ce qui pourrait relever, si vous voulez, d'une position de paix, d'une position équanime et visée dans ce livre. Je vous donne un exemple. Alors, je déclare mes conflits d'intérêts. Je vous laisse parler, puisque c'est le titre de cette émission. Évidemment, vous allez réagir, parce que je vous interroge sur votre bouquin. Je vous répondrai en bloc après. Bon, Sophia Aram est l'une de mes intimes, mais bon, ensuite, j'ai beaucoup d'intimes avec qui je suis déjà, ça commence bien. Il se trouve qu'avec elle, je suis plutôt en accord. Vous dites, par exemple, Sophia Aram admet que l'on pleure les enfants palestiniens, mais seulement si on pleure aussi les enfants israéliens mitraillés. Oui, ça, c'était à la cérémonie des Molières. Oui. J'ai beau relire cette phrase, Daniel, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle peut avoir de scandaleux. Alors, soit je suis très fatigué, soit expliquez-moi. Je veux dire, moi aussi, je pleure les enfants palestiniens et les enfants israéliens, et si on oublie les uns ou les autres, je suis étonné. Bon, alors là, non, mais si je peux juste répondre, ce que je mets en cause dans ce passage-là, et dans d'autres passages du livre d'ailleurs, c'est ce que j'ai appelé le 2 poids 2 mesures du système médiatique français, audiovisuel en tout cas, principalement, parce que dans la presse écrite, ça se passe différemment, par rapport aux victimes israéliennes et aux victimes palestiniennes. Voilà, on a totalement bouleversé le déroulé de l'émission. Je voulais qu'on parle de ça. On est des vieux briscards. Je voulais qu'on parle de ça un peu plus tard. Moi, je suis plus vieux que vous.
il me semble, moi... Je fais pas ça pour vous embêter sur l'émission, Daniel. Non, mais vous je vous dis juste quels non, sont... mais vous avez le droit de m'embêter. Non, mais juste pour répondre. Quelle est ma lecture de ce livre? Non, si je peux juste finir de répondre. Mon sentiment à moi, et c'est celui que j'exprime dans ce livre, c'est que dans l'audiovisuel français en général, privé, public, les morts palestiniens, les 45 000 morts palestiniens à Gaza, n'ont pas été pleurés, célébrés si je peux juste finir la phrase, n'ont pas été pleurés, célébrés de la même manière que l'ont été les 1200 morts israéliens du 7 octobre. Voilà. Est-ce que sur ce point, on peut tomber d'accord? Mais pas du tout. Pas du tout. Oh là, le déni. Mais pas du tout, vous connaissez les noms, on a vu les photos, machin, pas du tout. C'est une masse où on se permet de dire que non, mais ils sont morts pour les enfants qui sont morts sous les bombes israéliennes, sont morts pour la liberté. Ils seront contents de le savoir. Non, mais c'est ce déni. Là, lui, il va finir maire de Saint-Denis. À ce niveau-là, là, vraiment, lui, ça se voit qu'il habite en Seine-Saint-Denis. Allez, j'arrête cette blague. Lui, il va être enterré à la basilique Saint-Denis, là. Ah non, mais vraiment, Erner me vénère. Ah, mais je te comprends. Ah ouais, il est dans un déni, la malice, mon frère, là, c'est un truc de ouf, hein. C'est Denis Roussos, là. Hein. Et dans le même entretien, il nous sort une dinguerie encore plus étrange. Il estime tranquille que le CRIF est parfaitement dans son rôle lorsqu'il défend le droit d'Israël de violer les résolutions de l'ONU. Comme ça. Ouais, je pense que je fais ce que je veux. Voilà. Incroyable. Quand Arfi, publiquement, le président du CRIF, critique une déclaration prêtée à Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Macron a dit Israël, qui a été créé par une résolution de l'ONU, ferait bien de respecter les résolutions de l'ONU. C'est la première fois que vous défendez Macron. C'est la première fois que vous défendez Macron. Tout arrive. Je veux dire, vraiment, tout arrive. Tout arrive. Qu'est-ce que vous je pense contre moi-même, comme vous essayez de le faire. Est-ce qu'il vous semble qu'il est dans son rôle de représentant? Absolument. Oui, il est dans son rôle de représentant des intérêts des Juifs de France. Mais pas des intérêts des Juifs de France. C'est quoi le CRIF? Mais je veux dire, attendez, c'est pas les intérêts. D'abord, ce ne sont pas les intérêts des Juifs de France. Des intérêts moraux, matériels. Il défend une position qui consiste à dire que, si vous voulez, là aussi, il ne faut pas jouer quand même au crétin, Daniel. Je veux dire, la spécificité des Juifs de France, peut-être pas de Schneiderman, mais des autres, c'est d'avoir... Tous les autres. J'ai dit tous les autres. Attendez, laissez-moi terminer. Un contre tous. Donc tous, sauf Schneiderman, c'est d'avoir aussi en partie de la famille en Israël. Et donc cette question-là, c'est d'ailleurs tout le problème. Hein. Et d'ailleurs, cette question-là, elle n'est pas seulement une question théorique pour nous. Je dis nous parce que moi, j'ai de la famille en Israël. Et donc le petit vieux sur qui tombent des roquettes, c'est mon oncle. Mais ça ne veut pas dire que j'ignore les enfants sur qui tombent des roquettes. On connaît la proportion de juifs français qui ont de la famille en Israël. Vous êtes en train de me dire tous, sauf moi. C'était de l'humour. Mais je ne ferai pas l'injure de considérer que je dois mettre une pancarte avec marqué second degré. Enfin, c'est comme tout à l'heure l'histoire des... J'imagine que beaucoup de juifs ont de la famille en... Je sais pas. Non, mais je sais pas. Vous faites exprès. Mais non, je le fais pas exprès. Vous connaissez la démographie juive quand même, Daniel. Mais je le fais absolument pas exprès. Si vous voulez, il y a d'un côté ce qui peut être attesté par des chiffres, des statistiques, des études, et puis... Daniel, vous faites exprès. C'est pas raisonnable. Non mais tu vois, le mec, il est pas basé, je suis désolé, hein, une grosse sous-merde journalistique. Il te met de... Oui, moi, je sais, mais... Il essentialise tout le temps, tout. Et comme il a pas de chiffres, il croyait qu'il était entre potes et que ça allait passer. Bah non, chacal. Il te dit, tu dis tout le monde a de la famille. Bah peut-être que non. Mais sa grande passion, ça reste d'instrumentaliser l'antisémitisme pour taper sur LFI. Alors ça, c'est comme beaucoup. Hein. Sauf que là, les intellectuels sérieux, ils commencent à en avoir ras-le-bol. Et regardez l'historien Patrick Boucheron. Il lui rentrait dedans en direct parce qu'il refuse de prêter son nom à son bashing exceptionnel. Et Erner, il est vexé, il essaie de presque de le rendre responsable de la montée de l'antisémitisme. C'est d'une bassesse absolue. Regardez, du petit lait, en somme. Mais Patrick Boucheron, les résonances actuelles... Non, mais ça, on vous laisse parler tout seul. Mais pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, on est dans un autre sujet qui est celle de parler justement d'un historien qui vous trouvez vraiment que... J'insiste sur le fait que c'est la loi
qui discriminent. Aujourd'hui, toutes les manifestations dont vous parlez, ce sont des individus qui vont stigmatiser, agresser. Bon, ça, c'est la violence, je dirais, qui est celle de groupes ou d'individus. Ce n'est pas la loi qui dit... alors vous êtes sioniste parce que vos grands-parents sont de race sioniste. Il y a des différences, mais le fait qu'il y ait Mais c'est aujourd'hui... capital, cette différence. J'entends bien, mais il y a malgré tout un certain nombre de questions qui se posent sur l'antisémitisme actuel. Enfin, moi je vous pose la question, vous pouvez refermer la parenthèse. Il n'y a que la connaissance qui peut amener des réponses, parce qu'il faut bien faire la différence sur le sens des mots, le sens des actions et les contextes. Patrick Boucheron. Quelle est la question ? Je voulais un prolongement par rapport à la question. Je vous ai répondu. Vous ne voulez rien ajouter ? Non, on peut continuer à parler de Marc Bloch, c'est ça qui est passionnant. Avec Marc Bloch, on peut continuer à en parler, et justement, depuis effectivement la complexité de ces déchirures... Marc Bloch évoquait l'histoire à rebours, elle partait... c'est pour évoquer le présent, c'était le sens de la question. Mais avec une responsabilité vis-à-vis du passé et vis-à-vis du présent. C'est comme ça que j'ai... professeur au Collège de France, et donc la responsabilité, elle vous incombe également. Oui. Compliqué cet extrait, mais tu sens que il veut vraiment tout récupérer à chaque fois, le Guillaume Erner. C'est son talon d'Achille, hein. Il est sûrement très basé sur plein d'autres choses. Mais là, tu sens qu'il a des obsessions maladives. Il n'arrive pas à s'en dépatouiller. Il essaye de le cacher derrière 2-3 mots savants, mais ça se voit que là, d'un coup, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de chiffres, il n'y a plus de faits. On n'est que sur de l'émotion, sur de la subjectivité. Et c'est dingue. Hein. C'est dingue. Vraiment, Guillaume Erner, il détruit vraiment la dignité du service public sur France Culture. Mais il a une impunité totale. Le mec va pas repasser l'année à rythmer sa matinale avec ses propres névroses. Et on va garder ça avec nous, quoi. On va ralasse avec nos impôts ce type d'individu. L'Arcom, il y a quelqu'un, si jamais il y a des choses à voir de ce côté-là, je pense que ces excuses, parce qu'il s'est excusé en mode loi CKR, il a pris l'antenne alors qu'il devait pas, ils ont diffusé une petite capsule qu'il a enregistrée pour s'excuser, et je me suis dit waouh, là c'est un début de loi CKR, parce que c'est la première fois qu'ils font ça, mais il n'a adressé aucune excuse vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le premier concerné par cette manipulation fallacieuse. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.